Israël a été durement touché. Le Hamas a lancé une attaque surprise à grande échelle en plein cœur d'Israël pendant une grande fête juive. Soutenus par une rafale de roquettes, les combattants du Hamas ont utilisé des explosifs pour percer la clôture de la frontière qui encercle Gaza. Ils ont ensuite déferlé dans les villes israéliennes voisines en moto, en camionnette et en parapente. Jusqu'à 22 sites en dehors de la bande de Gaza ont été ciblés, certaines villes étant à plus de 24 km de la frontière de Gaza. Bien que de nouveaux détails continuent à émerger, plus de 1200 victimes israéliennes ont été signalées à ce jour, y compris des soldats et des civils. Au moins une base militaire israélienne a été envahie et des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des militants du Hamas emportant des équipements de l'armée israélienne et même des otages. En réponse, le gouvernement israélien a déclaré l'état de guerre et les réservistes israéliens ont été appelés. Il est probable qu'une opération militaire soutenue dans la bande de Gaza ait lieu, mais la violence pourrait également se propager à la Cisjordanie et peut-être même au Liban. L'avenir immédiat qui se profile est sombre, mais la justification derrière l'attaque est tout aussi alarmante. Cela concerne les accords de paix, d'armement et les accros nucléaires, et ceci concerne particulièrement l'Iran et l'Arabie saoudite. Mais si vous pensez que les grands acteurs sont dangereux, attendez de voir de quoi sont capables les petits. Israël se trouve dans un quartier difficile où les choses ont tendance à dégénérer rapidement. Dans le sud du Liban, Israël et le Hezbollah sont en train d'échanger des tirs. Si cela continue, ce n'est qu'une question de temps avant que la Syrie ne s'implique, et peut-être même l'Iran et les États-Unis. Bientôt, nous pourrions faire face à un nouveau conflit régional. En utilisant Ground News, je peux voir que plus de 42 sources rapportent cette histoire. C'est intéressant. Cependant, 46% des sources sont orientées à droite, ce qui en fait un angle mort potentiel pour la gauche. En descendant plus bas, je peux voir que le Wall Street Journal a révélé la nouvelle et que la plupart des sources proviennent des États-Unis. Cependant, j'ai également remarqué que les sources de gauche et de droite ont une factualité largement mixte, ce qui signifie que ces publications n'utilisent pas toujours des sources appropriées ou peuvent utiliser un langage chargé qui modifie le contexte. Mais en regardant les sources qui penchent vers le centre, la factualité est la plus élevée. C'est le genre de choses que je recherche pour prendre des décisions judicieuses. En utilisant Ground News, je peux facilement filtrer le bruit. Aucune autre plateforme ne propose de tels outils. C'est pourquoi je conseille à tout le monde de marquer la page du conflit israélo-palestinien sur Ground News. Elle regroupe les dernières nouvelles et infos essentielles. Merci à Ground News pour le parrainage de cette vidéo. Je vous recommande vivement de les consulter. Les spectateurs de Caspian bénéficient de 30% de réduction sur leur plan d'accès illimité en utilisant mon lien. Nous vivons dans un monde de plus en plus compliqué, et il est grand temps que nous modernisions la façon dont nous lisons les actualités. Ceux qui veulent de vivre avec les loups doivent hurler avec eux. Ces dernières années, la légitimité du Hamas a été sapée par d'autres organisations militantes. Des groupes comme le Djihad islamique palestinien, les comités de résistance populaire, le Front démocratique pour la libération de la Palestine et le Front populaire pour la libération de la Palestine ont accusé le Hamas d'être trop complaisant et trop accommodant envers Israël. Depuis lors, le Hamas a progressivement intensifié sa rhétorique et ses actions pour correspondre au gouvernement de droite de Netanyahou. Tant en Cisjordanie qu'à Gaza, la violence a régulièrement augmenté pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 2005. Cependant, l'attaque actuelle du Hamas est sans précédent. Israël ripostera et cherchera à empêcher davantage de tirs de roquettes et d'infiltrations. De plus, Israël lancera probablement une opération terrestre dans la bande de Gaza pour récupérer les otages capturés et l'équipement militaire appartenant au Hamas. Cela étant dit, le Hamas a une histoire de détention d'otages pendant de longues périodes. Gilad Shalit, par exemple, a été retenu en otage de 2005 à 2011 et la situation était hautement politique. La bande de Gaza est également densément peuplée et remplie de pièges, de tunnels et de lieux d'embuscade préétablis. Une opération terrestre israélienne dans la bande de Gaza pourrait être coûteuse à la fois pour les forces israéliennes et les civils palestiniens. La dernière grande invasion terrestre israélienne en 2014 a entraîné de lourdes pertes pour les deux camps. Néanmoins, les hostilités pourraient atteindre des niveaux sans précédent depuis des décennies.
Mais la force, la sophistication et le timing de l'attaque surprise du Hamas suggèrent l'implication de puissances supérieures. L'Iran en particulier est le plus grand sponsor du Hamas. Pour être totalement transparent, il n'est pas encore clair dans quelle mesure l'Iran a été impliqué dans la planification et la préparation de l'attaque. Cependant, l'Iran a de nombreuses raisons de vouloir bouleverser le paysage politique. Ironiquement, ce que les Iraniens craignent le plus, c'est la paix entre ses principaux ennemis, l'Israël et l'Arabie saoudite. Considérez un instant le contexte. Ce dernier mois, les tambours ont commencé à résonner autour d'une initiative américaine visant à jouer les intermédiaires entre Israël et l'Arabie saoudite. L'accord reconfigurerait l'architecture de sécurité au Moyen-Orient. Le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, l'a qualifié de plus grand accord historique depuis la guerre froide. L'Iran a cherché des moyens de perturber la paix. Le fait est que jusqu'à présent, Israël et l'Arabie saoudite ont discrètement renforcé leurs liens, mais un accord officiel favoriserait l'objectif stratégique d'Israël d'obtenir une acceptation et une reconnaissance totale dans le monde arabe. Un accord de paix d'une telle envergure ouvrirait de nouvelles perspectives économiques dans la région, rendant la périphérie plus intégrée, prospère et stable. Et les Américains ont fait le maximum pour y parvenir. Mais l'offre de paix viendrait avec des termes et conditions. L'une des propositions, ou récompenses pour la normalisation, est de lier les États-Unis, l'Arabie saoudite et l'Israël dans un pacte de défense, bien que ce soit des traités distincts. Certains législateurs pensent que cela pourrait finalement aboutir à la formation d'une organisation du traité de l'Atlantique Nord au Moyen-Orient, chargée de contenir un Iran ressurgissant. Un équivalent de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord au Moyen-Orient soutiendrait les États-Unis dans la surveillance de la région et permettrait donc aux Américains de réduire leur empreinte militaire en périphérie. Un gagnant-gagnant pour la plupart, mais principalement pour les États-Unis. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Washington essaie de créer un certain ordre géopolitique au Moyen-Orient. En 1955, les législateurs américains et britanniques ont aidé à établir l'Organisation du Traité Central, abrégée en OTC. Comme son nom l'indique, l'Organisation du Traité Central était censée être ce que l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord était pour l'Europe, un rempart défensif collectif contre l'influence soviétique. Clairement, cela n'a pas fonctionné. Des coups d'État, des révolutions et des divisions internes ont entravé les responsabilités et les capacités de l'Organisation du Traité Central. Finalement, l'organisation s'est dissoute en 1979. Il y a eu d'autres tentatives pour recréer quelque chose de similaire, mais chaque effort a échoué lamentablement. La tentative la plus récente a eu lieu pendant l'administration Trump. Les États-Unis ont poussé pour une alliance pan-régionale surnommée l'Alliance stratégique du Moyen-Orient, abrégée en ASMO. Son but était de restreindre et de contenir l'Iran. Mais encore une fois, les dynamiques régionales ont sapé l'unité, et l'Alliance stratégique du Moyen-Orient n'a jamais trouvé son équilibre. La vérité est que le Moyen-Orient existe dans un réseau compliqué de coopération et de compétition. C'est un lieu grouillant de différences et de conflits, même entre soi-disant alliés. De plus, grâce à la richesse en hydrocarbures, les gouvernements locaux ont peu besoin de sources de revenus publics telles que les impôts pour maintenir les dépenses budgétaires. En conséquence, les gouvernements du Moyen-Orient sont détachés des sociétés qu'ils représentent. En conséquence, le pouvoir politique au Moyen-Orient est très centralisé et parfois même personnalisé. Cependant, lorsque des troubles politiques éclatent dans la région, ce qui arrive de temps en temps, les accords personnalisés sont annulés aussi rapidement qu'ils ont été approuvés. Pour plus de contexte, seulement 2% des jeunes Saoudiens soutiennent la normalisation des relations avec Israël, selon l'enquête sur la jeunesse arabe menée en 2023. Comme on pourrait s'y attendre, parvenir à un accord de paix n'a pas été facile dans ces circonstances. Les besoins politiques changent aussi rapidement que le vent change de direction. Les ennemis d'aujourd'hui pourraient être les amis de demain. Néanmoins, pour conclure un accord, Washington a dû filtrer les intérêts stratégiques qui se chevauchent et rapprochent l'Arabie saoudite et Israël. L'Iran est au cœur de ce calcul. Les Israéliens et les Saoudiens se sentent tous deux menacés par son existence. En conséquence, 2 pactes de défense bilatéraux distincts avec les États-Unis ont été évoqués en tant que considération à prendre en compte pour la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël. Ce traité ressemblerait au pacte militaire avec le Japon et la Corée du Sud, qui sont considérés comme les traités les plus solides que les États-Unis aient en dehors de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Bien que des pactes de défense séparés avec Israël et l'Arabie saoudite ajouteraient une certaine stabilité au Moyen-Orient,
les dynamiques régionales continueraient à saper l'unité comme elles l'ont toujours fait. Paradoxalement, un processus de normalisation conçu pour permettre aux États-Unis de quitter le Moyen-Orient pourrait finir par les ramener. Il s'ensuit que les pactes de défense avec Israël et l'Arabie saoudite seraient principalement une concession à sens unique. Les États-Unis ne gagneraient vraiment rien de l'accord. En réalité, cela reviendrait à faire des engagements supplémentaires envers un endroit qu'elles souhaitent quitter. Le seul avantage pour les États-Unis est que les pactes de défense facilitent les négociations. Pour Israël, en revanche, les enjeux sont différents. Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou, plus précisément son cabinet au pouvoir, envisage depuis un certain temps l'annexion complète de la Cisjordanie. La coalition au pouvoir comprend des factions représentant les colons juifs religieux. En Cisjordanie, deux partis politiques, en particulier, ont un levier disproportionné, le Parti sioniste religieux et le Parti du pouvoir juif. Ceux deux contrôlent les ministères les plus influents du pays. Itamar Ben-Gvir agit en tant que ministre de la Sécurité nationale, tandis que Bezalel Smotrich est le ministre des Finances et de facto ministre de la Défense. Ce que ces deux partis ont en commun, c'est leur mission de recréer Israël en un État juif, s'étendant du fleuve Jourdain à la mer Méditerranée. Et en contrôlant les ministères qu'ils dirigent, Ben-Gvir et Smotrich ont pour la première fois la force et l'argent pour annexer unilatéralement la Cisjordanie. Cependant, cela signifierait étouffer les aspirations palestiniennes à l'autonomie et les forcer à se déplacer vers d'autres pays arabes voisins. Le président Joe Biden a été en pourparlers pour maintenir les Israéliens et les Saoudiens engagés. Au cœur des négociations se trouvait la croyance des Palestiniens. L'Arabie saoudite ne peut pas établir de relations avec Israël sans aborder le problème palestinien. L'une des principales conditions pour un accord de paix entre l'Arabie saoudite et Israël a été l'arrêt des plans d'annexion de la Cisjordanie et de l'exode des Palestiniens qui s'ensuivrait. En échange de la reconnaissance officielle et de la normalisation des relations par l'Arabie saoudite, les Israéliens transféreraient une partie importante de la Cisjordanie, connue sous le nom de zone centrale, à l'autorité palestinienne. Les lieux et territoires spécifiques sont sujets à compromis, mais cela devrait être suffisamment significatif pour faire une différence. Simultanément, Israël gèlerait d'abord l'expansion des colonies en Cisjordanie, puis la légalisation des colonies israéliennes illégales dans les mêmes zones. Oui, c'est une situation profondément déroutante, rendue encore plus compliquée par la récente attaque du Hamas. Dans tous les cas, si certaines parties de la zone C étaient transférées sous le contrôle palestinien, l'autorité palestinienne formerait une entité plus contiguë et serait donc mieux à même de développer les infrastructures locales et les villes sans affecter les colonies israéliennes. Ce transfert est en fait prévu par les accords d'Oslo de 1993, auxquels Netanyahou s'est récemment engagé à respecter. Cependant, Netanyahou est connu pour revenir sur ses promesses, donc les Saoudiens ont demandé le transfert de territoire en avance dans le cadre d'un accord de normalisation. En tout cas, céder des parties de la zone centrale serait un véritable changement de jeu. Cela stériliserait effectivement les plans d'annexion. De plus, cela donnerait au prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, une réalisation immédiate au nom des Palestiniens qu'il pourrait ensuite utiliser comme munition politique pour justifier un accord de paix avec Israël. La même règle s'applique à Netanyahou. Obtenir une résolution pacifique avec l'Arabie saoudite serait considéré comme un accord de paix historique dans le contexte de manifestations politiques et d'examens juridiques en arrière-plan. La normalisation des relations avec le monde arabe est un objectif stratégique à long terme pour Israël. Si l'État doit exister, il doit trouver des moyens de nouer et de réparer les liens avec ses voisins. En fin de compte, les nations arabes se ressaisiront. Ils se développeront et prospéreront, et si Israël n'a pas réglé sa relation avec les Arabes d'ici là, la survie de l'État serait en danger. La paix avec l'Arabie saoudite serait donc une victoire géopolitique historique qui pourrait établir un précédent pour que d'autres pays arabes fassent de même. Cependant, pour l'Iran, un accord de paix entre le monde arabe et Israël serait préjudiciable. On ne sait pas si l'Iran était impliqué dans l'attaque, mais une grande partie de son pouvoir d'influence dans la région est construite autour de la prémisse du conflit israélo-palestinien. Si le monde arabe et Israël parvenaient à s'entendre, cela désarmerait progressivement la projection de pouvoir de l'Iran. De plus,
Un accord de paix saoudien-israélien permettrait aux Israéliens de rassembler leurs ressources et de se concentrer exclusivement sur la réduction de l'influence de l'Iran. L'Arabie saoudite et quelques autres États arabes participeraient activement à ce bouleversement géopolitique. Ce serait un combat que l'Iran n'aurait aucune chance de gagner. Donc, même si le Hamas n'a pas directement suivi les ordres de l'Iran, les deux parties ont probablement agi en coordination, étant donné leur intérêt commun à perturber les progrès des pourparlers de paix en cours. Ironiquement, il y a aussi des Israéliens qui veulent gâcher la paix. Alors que Netanyahou a les mains sur le volant, ses partenaires de coalition ultranationalistes contrôlent les freins. Smotrich, qui est sans doute le deuxième officiel le plus puissant en Israël, avait déclaré publiquement qu'il ne ferait aucune concession aux Palestiniens, même avant l'attaque du Hamas. Si les négociations échouent, les membres du cabinet d'extrême droite de Netanyahou pourraient interpréter cela comme un feu vert pour aller de l'avant et annexer la Cisjordanie. Pour le dire simplement, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Environ 3 millions de Palestiniens appellent la Cisjordanie leur maison. Si le pire se produit et que la guerre à Gaza s'étend à la Cisjordanie, ou si le cabinet d'extrême droite israélien choisit d'expulser complètement les Palestiniens, la plupart des civils se rendraient en Jordanie voisine, car elle est la plus proche et abrite déjà une importante communauté palestinienne. Cependant, la Jordanie accueille depuis des années des centaines de milliers de réfugiés fuyant les conflits régionaux, y compris les Syriens et les Palestiniens. Le royaume hachémite de Jordanie accueille le deuxième plus grand nombre de réfugiés par habitant dans le monde. Plus de 715 000 individus sont enregistrés comme réfugiés en Jordanie. Cela représente près de 7% de la population totale du pays. La Jordanie n'a pas la capacité d'organiser et d'accueillir 3 millions de réfugiés supplémentaires. Cela briserait simplement le pays. Ainsi, un exode palestinien déclencherait un tollé international et plus important encore, il déclencherait une instabilité régionale et une catastrophe, tout cela à la frontière nord de l'Arabie saoudite. Pire encore, l'exode des Palestiniens verrait des groupes militants pro-iraniens, y compris le Hamas, s'infiltrer en Jordanie. Ces militants exploiteraient probablement la situation alors que la Jordanie est en chute libre. Tout ce chaos profiterait au principal rival de l'Arabie saoudite, l'Iran. Mohammed Ben Salman ne peut pas permettre cela. L'Arabie saoudite est déjà en train de combattre les rebelles houthis pro-iraniens au sud et les Iraniens eux-mêmes à l'est. La dernière chose dont le royaume saoudien a besoin est un nouveau front géopolitique au nord, près de la future ville multimilliardaire, Néom. En raison de cela, le gouvernement saoudien cherche à éviter, ou du moins à limiter, le tumulte que beaucoup s'attendent à voir éclater. La politique palestinienne, quant à elle, est centrée sur la rivalité du Hamas contre Fatah, à tel point que cela rend les négociations internationales impliquant les Palestiniens extrêmement délicates, puisqu'ils manquent d'un front uni. La querelle entre le Hamas et le Fatah a été si préjudiciable au paysage politique que l'Arabie saoudite a cherché à contourner complètement les organisations palestiniennes et à négocier en leur nom pour obtenir une certaine marge de manœuvre pour les Palestiniens vivant en Cisjordanie. Puisque les Palestiniens ne semblent pas être capables de négocier par eux-mêmes, quelqu'un doit être l'adulte dans cette situation. Et l'Arabie saoudite a fait exactement cela. Cependant, aborder la question palestinienne et les pactes de défense ne sont pas les seules affaires qui ont été évoquées. Les Américains ont également envisagé de permettre à l'Arabie saoudite de développer son propre programme nucléaire civil. En essence, le royaume serait autorisé à enrichir de l'uranium sur son sol, cependant, avec des garanties appropriées pour rassurer Israël. Un programme nucléaire saoudien, approuvé par les États-Unis et Israël, irait de pair avec la normalisation des relations. Cela ouvrirait toutes sortes de voies commerciales et de sécurité pour l'Arabie saoudite, Israël et les États-Unis. En incluant la géographie saoudienne dans son calcul stratégique, Washington pourrait mettre en œuvre son plan d'emploi du corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe. Biden et ses alliés ont dévoilé le corridor lors du sommet du G20 en septembre, qui relierait l'Inde à l'Europe en passant par le Moyen-Orient. L'Iran est exclu du corridor, tandis que l'Arabie saoudite et Israël y sont essentiels. Un accord de paix rapprocherait donc le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe d'un pas de plus vers la réalité. Le contour final de l'accord de normalisation a été les ventes d'armes. Plus précisément, l'Arabie saoudite a fait pression sur les États-Unis pour un accès accéléré à l'armement américain avancé. Elle ne veut rien de moins que
ce qui a été promis aux Émirats arabes unis en retour de leur accord de normalisation avec Israël, ce qui comprendrait des avions de chasse F-35, des drones MQ-9 Reaper et une collection de missiles guidés avec précision. Cependant, ces transactions d'armes impliquent un ensemble complexe de négociations. Avant tout, les États-Unis sont légalement tenus de maintenir l'avantage militaire qualitatif d'Israël dans toute vente à la région. Le point focal a été le F-35 et ses variations et capacités associées. Aucun autre pays à part Israël n'opère ces avions de chasse dans la région. Tel Aviv souhaite que cela reste ainsi. Jusqu'à présent, une branche d'olivier entre Israël et l'Arabie saoudite semblait probable. L'attaque du Hamas, cependant, a changé l'équation. Elle a fait reculer l'accord de paix si elle ne le torpille pas complètement. Ce qui était avant n'est plus. La situation est critique. Les législateurs israéliens d'extrême droite ont maintenant les moyens d'évincer les Palestiniens. Si l'accord de paix historique a une chance de survivre, Netanyahou doit travailler pour maintenir ses alliés d'extrême droite sous contrôle. La lueur d'espoir est que l'opposition politique a proposé de former un gouvernement d'urgence pour le moment. Donc la catastrophe peut encore être évitée. En somme, l'attaque du Hamas pousse la périphérie à son point d'ébullition. Cela a pris du temps, mais la géopolitique est comme ça. Soit vous vous soumettez à la réalité, soit la réalité vous soumet. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report, donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment pour le faire. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche, sinon vous manquerez toujours notre dernier contenu. Merci d'avoir regardé et à bientôt.